Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo sur quelques résultats qui sont des prérequis au théorème d'immersion locale. Parmi ces résultats, on va retrouver l'inégalité des accroissements finis, on va retrouver aussi le théorème des points fixes, la démonstration de la continuité et de la régularité de la fonction inverse, et on va retrouver aussi le lemme étoile dont on a parlé dans le théorème d'immersion locale. On va commencer avec ce lemme étoile qui est celui qui est un petit peu le plus méconnu en termes de démonstration. Ok, alors, on va l'énoncer. Donc on prend deux espaces vectoriels normés et on prend deux ouverts, l'un de l'espace E et l'autre de l'espace F. On va regarder la fonction F qui va d'un ouvert à l'autre et qui est homéomorphe. Donc l'homéomorphisme, c'est quoi? C'est une fonction qui est continue, qui est bijective, et en plus que la réciproque est aussi continue. Donc, on regarde un point qui est dans oméga, et qui respecte deux choses. Donc, f est différenciable en A, et on a que la différentielle en A est inversible. Alors le résultat, c'est quoi ici? Le résultat, c'est que f-1 est différenciable en f de A, et la différentielle de f-1 au point FA, eh ben c'est l'inverse de la différentielle de la fonction f au point A. Pour faire la preuve de cet énoncé, on va faire en deux étapes. La première étape, ça va être un cas particulier, bien particulier. La deuxième étape, ça va être le cas général, où en fait on va essayer de revenir par un petit procédé au cas particulier. Donc, preuve. Première étape, cas particulier. Alors, on va prendre du coup E est égal à F. A est égal à F de A, qui est égal à 0, et la différentielle en A, qui sera l'identité. Donc, ça, c'est un cas bien particulier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va prendre un cas qui... Donc ça, c'est K. Il faudra bien faire attention entre K et, puisque je vais prendre aussi H, K qui appartient à l'espace d'arrivée de ma fonction. Okay. En fait, je veux montrer que f-1 est différenciable. Et donc, du coup, je veux écrire f-1 de k est égal à voilà, f de 0, f-1 de 0, plus une application linéaire évaluée en k, plus un petit taux de k. Donc, c'est ça que je veux montrer. Donc, le k ici, normalement, il est dans f, et 0 plus k doit être dans oméga prime. Il se trouve que 0, c'est 0, donc on a en fait que k doit être dans oméga prime, tout simplement. Donc k appartenant à oméga prime, et on va prendre h, qui sera, par définition, le point qui correspond à
à k par la fonction f. Donc, h, ça sera f moins 1 de k. Ok, donc ici, je sais que f est différenciable. Donc ça appartient à oméga. F est différenciable en 0. Donc je peux écrire que f de h est égal à... Alors, f de 0, c'est 0. La différentielle en 0, c'est l'identité. Donc j'aurai juste h plus petit o de h. Alors, je vais noter cette identité étoile. Alors, étoile me donne deux choses. La première chose que je peux remarquer, c'est que étoile implique que f de h est équivalent avec h. Donc, en fait, f de h, c'est quoi? C'est k, hein, parce que la fonction, c'est bijective. Donc, k est équivalent avec h. Et deuxième chose que me donne le étoile, je vais pouvoir réécrire étoile cette fois-ci en écrivant que avec des k et pas de h. Donc f de h c'est k. H c'est f moins 1 de k. Et petit o de h, eh ben c'est petit o de k. Puisqu'on vient de dire que k et h sont équivalents. Okay, donc finalement, j'ai que f moins 1 de k est égal à k plus petit o de k. Okay, il s'avère que f moins 1 de 0, c'est 0. On conclut ici que f moins 1 est différenciable en 0 et que la différentielle de f moins 1, du coup en 0, alors c'est 0 c'est a, hein, donc je vais mettre f de a quand même pour que, voilà, ça va être l'identité de f. Okay. Mais f c'est e aussi, donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci ici dans notre cas particulier. Voilà, maintenant on va faire le cas, l'étape 2, cas général. On a a qui appartient à oméga, f de a qui appartient à oméga prime. Okay. Et ce sont deux ouverts. Donc on va prendre, il existe des rayons RE et RF, okay, tels que on est que la boule de rayon RE et de centre A soit bien dans oméga. On veut aussi que la boule de rayon F, de rayon RF et de centre FA soit aussi dans oméga prime. Et on veut aussi que la première boule arrive dans la deuxième. Hein. Okay, donc on prend RF qui me fait ça. Et maintenant, on va regarder une application qui va être construite par composition. Donc, je vais partir de la boule. On n'oublie pas, le but du jeu, c'est de se ramener au cas particulier. Donc, je vais partir de la boule de centre 0, de rayon RE. Et je vais ici faire une translation pour arriver à la boule de centre A et de rayon toujours RE. Donc c'est la translation, je fais une translation de A. Okay, donc ici, si je pars de H, j'arrive à A plus H. Ensuite, je vais appliquer la fonction f. Donc j'arrive, donc d'après ce que j'ai écrit précédemment dans la boule F1 de RF, la boule FARF. Okay. Donc là, j'arrive ici, f de A plus H.
je continue ici en faisant quoi? Je vais faire une translation de moins FA. Donc j'arrive ici dans la boule rayon 0 et de rayon RF et de centre 0. Donc F de A plus H moins F de A. Et je finis avec l'inverse de la différentielle en A, que je rappelle qui est inversible. Donc là, en gros, ici j'étais dans F, hein. Donc ça c'est, on est dans F. Et là j'arrive ici dans E. Lorsque j'applique l'inverse de la différentielle de F en A. Donc, ici je vais appeler cette fonction phi. Alors si je regarde, donc là je vais essayer de montrer que phi respecte les hypothèses de mon théorème, et en plus de ça, respecte aussi les hypothèses de mon cas particulier. Donc là, je vois que je vais de E dans E. Donc là, c'est bien. Si je prends 0, je vais essayer de voir est-ce que 0, ça me donne bien 0 par la fonction phi. Donc si je fais 0 ici, je pars de 0, j'arrive à A plus 0. Ensuite, f de A. Et ensuite, je fais une translation de moins f de A, donc j'arrive à 0 ici. Et quand je passe par une application linéaire, du coup, je tombe bien sur 0. Ok, donc on a bien que ici, on a phi de 0, c'est 0. Il faudrait vérifier que phi a un homéomorphisme. Et il faudrait vérifier aussi qu'elle est différenciable en 0. Et que sa différentielle en 0, c'est l'identité. Okay. Donc là, on sera vraiment dans l'hypothèse de mon cas particulier. Alors, si je regarde, phi, c'est translation de A composée avec F, composée avec translation de moins F de A. F A moins 1. Alors, les translations sont des homéomorphismes. F est un homéomorphisme. L'application linéaire qu'on regarde, elle est inversible. Du coup, tout ça, c'est des homéomorphismes. Okay, donc, finalement, phi est homéo comme composition de fonctions homéo. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vois est-ce qu'elle est différenciable. Alors les fonctions ici, on a une fonction linéaire, on a des translations qui sont aussi différenciables, le différentiel et l'identité. On a aussi f, alors qui est différenciable en a, et c'est exactement ce qu'on a besoin pour que la phi soit différenciable en 0. Donc, ces fonctions-là, elles sont différenciables partout. Et f est différenciable en a. Donc, phi est différenciable en 0.
Alors maintenant, on va calculer cette différentielle. Alors, ça va être les compositions de la différentielle de t de a en 0, composée avec la différentielle de f en a, composée avec la différentielle de t de moins f de a en f de a, composée avec la différentielle de f moins 1 de a. Donc là, ici, la différentielle de la différentielle ici, une application linéaire, donc ici, c'est elle-même. Okay. On va arriver à juste ça, composé avec la différentielle de f en a. Okay, puisque en fait, les translations, leur différentielle, c'est l'identité. Donc on arrive à ça, et donc ça, c'est bien l'identité de E. En appliquant le résultat de l'étape 1, phi moins 1 est différenciable en 0, et la différentielle de phi moins 1 en 0, voilà, c'est égal à l'identité ici de E. Okay. Qu'est-ce que c'est que phi moins 1? Donc si on inverse tout ça, on arrive à l'inverse de la translation en A, c'est translation moins A. Ensuite, on a f moins 1. Ensuite, on a la translation de A, de f de A. Et ensuite, eh ben, la différentielle de f1. Ok, donc finalement, ça me donne que f moins 1, je peux l'écrire comme la composition suivante. Voilà. Le fait que phi soit différenciable en 0, phi moins 1 soit différenciable en 0, ça va impliquer du coup que f moins 1 est différenciable en f de A. Ici, en f de A, ça me donne quoi? Les différentiels des translations, on a dit que c'était l'identité. Donc on a finalement et on a exactement le résultat qu'on souhaitait. Ce qui conclut notre démonstration. Pour cette deuxième partie, on va s'attaquer à l'IAF, l'inégalité des accroissements finis. Et dans cette deuxième partie, j'ai déjà rédigé un petit peu l'énoncé et la démonstration pour aller un petit peu plus vite. Et je vais commenter du coup ce que j'ai écrit. Donc on va voir deux énoncés, dont le premier énoncé est le suivant. Donc on prend un espace E qui sera un R espace vectoriel normé, qui sera notre espace d'arrivée. Par contre, notre espace de départ sera un intervalle fermé, en fait, juste un segment AB de R. Donc on regarde du coup une fonction qui va de ce segment vers E, une fonction continue et différenciable sur un intervalle ouvert AB. On suppose aussi que la dérivée, elle est bornée, et on a du coup l'IAF qui s'exprime comme f de b moins f de a en norme est inférieur ou égal à m facteur de b moins a.
Voilà, donc pour prouver ce premier énoncé, on va utiliser une fonction particulière, donc qui est Pm, P indice M, qui va être du coup ce qu'on appelle régulièrement le taux de variation, le taux d'accroissement. Ok, un petit peu modifié parce que là, je vais avoir le taux d'accroissement et ensuite, à l'endroit où ça pose problème, c'est-à-dire à l'endroit M, ok, donc c'est la taux d'accroissement au point M, f de M, et je vois qu'en M, je vais avoir la dérivée. Donc ce PM, ce taux d'accroissement, en fait, il est totalement continu. Euh, le fait d'avoir la dérivée à l'endroit M va me donner en fait cette continuité en M. Ok, donc on fait bien attention parce que le M, il appartient à l'intervalle ouvert AB parce que la dérivée n'est définie que sur l'intervalle ouvert AB. Okay, n'est pas définie en A ni en B. Alors, nous, on va regarder un ensemble qui va dépendre d'un point A' qui appartient à l'intervalle ouvert AB et un petit epsilon qui sera un nombre réel positif, strictement positif. Donc on regarde l'ensemble grand A indice A' epsilon, qui est en fait l'ensemble des x appartenant à l'intervalle A'B, tel que la norme de Px, PA', P indice A', soit inférieure à m plus epsilon. Alors, on veut en fait montrer à la fin que B appartient à cet ensemble. Okay. Si B appartient à cet ensemble, on va faire tendre A' vers A et epsilon vers 0, et en fait, on aura du coup l'inégalité triangulaire. Donc, pourquoi on prend A' et epsilon? Peut-être qu'on va encore le redire à la fin, mais A', je prends A' et pas A, par exemple, parce que l'inégalité triangulaire, ce qu'on veut, c'est... Alors, je parle de l'inégalité, pardon. L'inégalité qu'on veut de l'IAF, c'est avec A. Okay, si je veux, c'est avec A et pas A'. Mais je prends A' parce qu'avec A', je vais pouvoir parler de P indice A', okay, et qui est défini pour les M qui appartient à un intervalle ouvert AB. Donc là, c'est pour ça que je suis obligé de prendre A'. Et le epsilon, on va le voir, ça va nous servir ensuite pour pouvoir dire des petites choses ensuite. Bref. Alors, cet ensemble, qu'est-ce que je peux en dire? Donc, on va dire plusieurs choses là-dessus. La première chose, c'est qu'il est non vide. Si je prends A', A' appartient à un ensemble grand A indice A' epsilon, puisque si je mets A' dans ma fonction P, j'ai P de A' indice A'. Okay, en fait, c'est quoi? C'est F de A'. Donc, F' de A', je sais par l'hypothèse de départ que ma fonction dérivée, elle est bornée par M. Donc, j'ai bien que P de A' est inférieur à M plus epsilon. Donc, l'ensemble est non vide. Deuxièmement, l'ensemble est fermé puisque P de A' est continu. Alors, c'est un fermé de A'B, c'est aussi un fermé de AB. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire en plus? C'est que si je note C, le sup de cet ensemble, je sais que déjà C appartient à l'ensemble puisque l'ensemble est fermé. Donc le sup, en fait, c'est un max. Et deuxièmement, on a que C est inférieur à B, puisque l'ensemble est borné par B. Donc je suis en train de regarder les X qui appartiennent à l'intervalle fermé A'B. Donc C inférieur ou égal à B. Alors, maintenant, on suppose que C est inférieur strictement à B, et en fait, en supposant ça, on fait un raisonnement par l'absurde. On veut montrer en fait que C est égal à B. Hein. Donc on va supposer par l'absurde que c'est le contraire, et on va montrer pourquoi c'est pas possible. Alors si je regarde PC évalué en C, ça c'est la dérivée
de C. C'est la dérivée c'est f' de C en norme. Donc si je regarde ça en norme, je vois que c'est inférieur à M, et donc c'est inférieur strictement à M plus epsilon. Et c'est ça qui va nous être intéressant ici, parce que PC est continu, et donc je peux en fait avoir un petit voisinage autour de C, tel que du coup, PC de X va être inférieur strictement à M plus epsilon. Alors, strictement ou pas, hein, en fait, j'ai pas besoin ici d'avoir une inégalité stricte. PC évalué en C est inférieur à M plus epsilon, et que PC continue, je sais qu'autour de C, je peux avoir du coup un ensemble qui est aussi inférieur à M plus epsilon. Et ça va me donner quoi? Donc je prends un C, évidemment ici, moi je sais que je veux regarder juste les C qui sont dans mon intervalle. Quand je dis autour de C, je veux regarder seulement ceux qui sont supérieurs à C. Parce que moi, en fait, je vais essayer de contredire la maximalité de C. Et en fait, qu'est-ce que ça me donne? Quand je veux regarder f de x moins f de a' en norme, j'utilise l'inégalité triangulaire en mettant f de C au milieu. Et je vois quoi? Mon premier terme de mon membre-ci de droite, mon premier terme est inférieur à x moins c facteur de m plus epsilon, à cause du fait que la norme de PC est inférieure à m plus epsilon. Okay, donc ça, c'est juste vérifier qu'est-ce que ça veut dire que la norme de p de x est inférieure à m plus epsilon. Et le deuxième membre est inférieur à c moins a' facteur de m plus epsilon. Pourquoi? Parce que C appartient à mon ensemble grand A, indice A' epsilon. Et donc quand je réunis les deux, ça me fait que la norme de f de x moins f de A' est inférieure à x moins A', facteur de m plus epsilon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon x, ici, mon x qui appartient à à l'intervalle C plus H ouvert en C plus H, appartient à mon ensemble grand A, indice A' epsilon. Donc je conclus que tout cet intervalle est inclus dans A, grand A, A', epsilon, et ça contredit la maximalité de C. Okay. Donc voilà, j'ai fait mon petit raisonnement par l'absurde. Donc ça veut dire que C ne peut pas être différent de B. Ok. Alors, je rappelle que je peux prendre un intervalle C plus H. Pourquoi? Parce que C est différent de B, et du coup, il y a encore de l'espace entre C et B. Donc voilà, donc ça contredit la maximalité de C. Donc B est égal à C. Donc B appartient à mon ensemble grand A, A' epsilon. Et là, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis du coup cette inégalité. Donc une inégalité qui va avec l'ensemble que j'ai grand A. Et en fait, je vais faire tendre A' vers A et epsilon vers 0. Et je vais réussir à avoir mon inégalité des accroissements infinis. Donc le deuxième énoncé, je vais l'écrire avec vous. Alors, il n'est pas bien différent. La différence ici du deuxième énoncé vient du fait que j'ai maintenant deux espaces vectoriels normés au départ et à l'arrivée. Je vais me placer sur un ouvert convexe, parce que sinon ça ne marche pas. Et je vais regarder du coup ma fonction en partant de cet ouvert convexe. Donc une fonction qui va être différenciable est telle que donc sur oméga. Et aussi, on veut qu'elle soit bornée. Donc la dérivée soit bornée. La différentielle, hein.
pour tout x appartenant à oméga. Alors, pour tout A B appartenant à mon ouvert convexe, on a l'inégalité d'accroissement fini. Alors la preuve, on va juste, elle n'est pas bien compliquée parce qu'on a fait tout le travail en amont. En fait, le but c'est de se ramener à l'énoncé 1. Et pour cela, du coup, on va paramétrer tout simplement le segment AB. Et je vais regarder du coup ma fonction qui sera la composition du chemin gamma et de f. Et donc ça sera de 0, 1 dans f. Donc je me ramène ici à mon énoncé 1 avec ma fonction oméga. Alors qu'est-ce que je peux regarder? C'est ma différentielle. Ici, si je fais la différentielle de oméga au point T, ça c'est quoi? Ben, la différentielle de f de t. Voilà, différentielle de oméga en t. Alors, la dérivée ici est un t. Alors ça c'est quoi? Phi prime de t, c'est b moins a. Hein. Donc là, on arrive à quelque chose... Voilà, donc en termes de majoration, on retrouve grand M moins facteur de B moins A. On retrouve grand M facteur de B moins A. Et du coup, en appliquant l'énoncé 1, à phi entre 0 et 1, on a, et ça c'est quoi? Si je regarde bien, c'est juste f de B moins f de A en norme et inférieur à m facteur de B moins A. Ce qui conclut ma démonstration de l'inégalité des accroissements finis. Alors on continue avec un troisième énoncé qui est le théorème du point fixe. Alors, l'énoncé est le suivant. On a un espace métrique complet et on a une fonction f qui va de E dans lui-même, qui est une contraction. Alors une contraction, c'est quoi? C'est une fonction qui est lipschitzienne avec un coefficient de Lipschitz qui est inférieur à 1, inférieur strictement à 1. Alors, il existe un unique point fixe. On va l'appeler x bar. Donc c'est quoi un point fixe? C'est un nombre du coup un élément de E tel que f' de x bar est égal à x à lui-même. Donc ici, il y a deux parties dans la preuve, parce que vous voyez qu'il y a la notion d'unicité. Donc on va faire unicité existence. Alors d'abord l'unicité. Donc si on a x' x bar et x tilde de
point fixe de f. Je regarde la distance ici entre f de x bar et f de x tilde. La notion de contraction me dit en fait que c'est inférieur à k, avec k, donc c'est l'indice de Lipschitz qui est inférieur à 0, de la distance de x bar x tilde. On sait que ce sont des points fixes, donc f de x bar c'est x bar et f de tilde c'est f de x tilde c'est x tilde. Donc on a d de x bar x tilde est inférieur ou égal à k fois d de x bar x tilde. Okay. Or, 1 moins k, c'est positif. Okay. Et une distance, du coup, la distance aussi, c'est positif ou nul. Donc, ce qui implique que la distance entre les deux points est nulle. Okay. Et donc, que x bar est égal à x tilde. Alors, on regarde la suite. On considère la suite. Donc, on va prendre x0 qui appartient à E et xn plus 1 qui est égal à f de xn. Donc, je prends n'importe quel élément de E comme départ de ma suite. Et ensuite, je regarde du coup les itérations. xn plus 1, tel que xn plus 1 est égal à f de xn. Et je veux montrer que la suite xn est de Cauchy. Alors si elle est de Cauchy, du coup elle converge parce qu'on est dans un espace complet. Et elle va converger vers le point fixe en question. Alors pour ça, du coup, on va dire soit epsilon un réel strictement positif. Okay. On veut montrer montrons qu'il existe grand N, donc un entier positif, tel que pour tout N, petit n supérieur à grand N, et pour tout P, on est d de xn plus P, la distance entre xn plus P et xn, ça soit inférieur à epsilon. Okay, donc ça, c'est la définition pour les suites de Cauchy. Donc la première étape, je regarde la distance entre xn plus 1 et xn. Ben ça, c'est quoi ça, je peux écrire que ça, c'est d de f de xn, f de xn moins 1. Donc d'après la définition de contraction de la fonction f, on a que ça, c'est inférieur à k fois la distance entre xn et xn moins 1. Donc par suite, que ça, c'est inférieur à k à la puissance n fois la distance entre x1 et x0. On va essayer de regarder maintenant la distance, ce qu'on essaie de prouver, entre xn plus p et xn. Donc ça, avec les inégalités triangulaires, on peut dire que c'est inférieur à xn plus p, xn plus p moins 1, plus... Ok, donc là, j'utilise les inégalités triangulaires, et je fais des pas de 1 comme ça.
jusqu'à xn plus 1 xn. Ok. Et d'après ce qui est juste en haut, la première étape, donc donc si on regarde bien, hein, donc on a que la distance entre xn plus 1 et xn est inférieure à k à la puissance n de dx1 x0. La distance entre x1 et x0. Donc regardez bien, le dernier ici, le dernier avec lequel je fais la distance, c'est xn, donc entre xn plus 1 et xn, et j'ai k à la puissance n. Donc ici, ça va me faire donc inférieur à k à la puissance n plus p moins 1, okay, plus 3 petits points, jusqu'à k à la puissance n, okay, facteur de d de x, la distance entre x1 et x0. On se rend bien compte, comme k est inférieur à 1, que ça va tendre vers 0, okay, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc en fait, on choisit grand N tel que k à la puissance grand N sur 1 moins k, distance de x1, x0, soit plus petit que epsilon. Donc pour tout n supérieur à grand N, on a que la distance entre xn plus p, et pour tout p, hein, positif, la distance entre xn plus p et xn est inférieure à epsilon. Donc finalement, conclusion, c'est quoi? Xn est de Cauchy dans E, qui est complet. Donc, Xn converge vers un nombre, okay, et f de xn plus 1 est égal à xn, ce qui implique que, en passant à la limite, que f de x bar est égal à x bar. Donc, ce qui nous donne que c'est un point fixe. D'où l'existence d'un point fixe. Ok, donc on finit cette vidéo en regardant la fonction inverse. Donc, je parle d'un espace qui est des inversibles des applications linéaires de E dans F, dans les inversibles des applications linéaires de F dans E. Alors ici, hein, Gn de EF, en fait, je peux considérer seulement E et F qui sont des espaces du coup isomorphes. Okay, donc, en vrai, j'aurais juste pu parler de Gn de E ou Gn de F, mais j'ai noté la notation EF pour garder les mêmes notations que le théorème d'inversion locale. Mais E et F ici, donc, ils sont forcément isomorphes ici. Quand je vais parler de l'identité, c'est l'identité qui fait l'isomorphisme en fait entre E et F. Ok. Donc on va montrer la régularité de cette application inverse. Donc l'énoncé, il est simple. On prend E et F, deux espaces de Banach. Et du coup, on regarde l'application inverse.
qui a t donc associe t-1. Et je vais montrer que l'application que j'appelle inf est si infini. Alors, JLN de EF et JLN de FE, en fait, ce sont des ouverts de l'ensemble des applications linéaires continues. Donc, L est L de EF et L de FE. Et ça, je peux le voir. Donc, en même temps, on va le faire en faisant la preuve. On va montrer d'une certaine façon que ce sont des ouverts. Parce que donc, on prend un T qui appartient à GL de EF. Et on va prendre un H qui appartient aux applications linéaires et continues de R dans F. Et je vais regarder du coup T plus H. Donc T plus H, c'est quoi? Je vais l'écrire comme T facteur de l'identité plus T moins 1 H. Donc T plus H est inversible lorsque id plus T moins H est inversible. Donc, si T moins 1 H est inférieur en nombre à 1, alors id plus T moins 1 H est inversible. Okay? Donc, si on va l'écrire, si T-1 H en norme est inférieur à 1, alors ça veut dire que la somme que je suis en train d'écrire, cette somme-là, et elle converge absolument. Donc, elle converge car L de EF est de Banach. Okay. Les applications linéaires continues de E dans F est de Banach parce que F est continu. Cette somme, en fait, c'est l'inverse de id plus T moins 1 H. Hein. Maintenant, si je prends H qui appartient à la boule donc 0 de centre 0 et de rayon 1 sur norme de T-1, T plus H est inversible, forcément. Et comment j'écris l'inverse? Donc ça, c'est T, donc facteur de id plus T-1 H. Tout ça à la puissance moins 1. Donc ça, je peux écrire que ça, c'est id plus T-1 H. Donc l'inverse de ça, fois T-1. Donc là, je viens de dire que l'inverse, c'est quoi? C'est la somme de moins 1 à la puissance k de T-1 H à la puissance k au cas positif fois T-1. Et donc ça, c'est quoi? Donc si je l'écris, ça me donne c'est id moins T-1 H plus petit taux de H T-1. Donc finalement, T plus H, l'inverse de T plus H, c'est égal à T-1 moins T-1 H T-1 plus petit taux de H. La différentielle de l'inverse au point T évalué en H, et bien ça c'est moins T-1 H T-1.
Donc finalement, je viens de montrer que l'inverse est différenciable sur G de L de E de F. Si je veux, je peux écrire la différentielle et la décomposer en plusieurs parties. Donc d'abord, on part de G de L de E de F. Et en fait, un t, j'associe t-1. Donc là c'est la fonction inverse, hein, de f de E. Ensuite, à ça, je vais composer la fonction qui a x associé xx. Donc là, j'arrive dans l'application linéaire, donc le produit cartésien ici. Et ensuite, si je regarde bien, donc là, je vais maintenant arriver dans l'espace. Ok, donc en fait, ici, j'associe à xy l'application linéaire qui a h associé x, h, y. Alors, moins x associé y, si je regarde bien. Ok, donc si je nomme ici cette application L, et je nomme ici cette application M, petit m, pour multiplication, hein, j'ai que la différentielle de la fonction inverse, c'est la composée de ces applications. Donc si je regarde L, par exemple, je vois que L, c'est l'application linéaire qui a x associé xx. Ici, le produit cartésien de deux espaces de Banach, c'est aussi un espace de Banach. Je vais mettre une norme aussi là-dessus. Donc, je vais mettre la norme ici, xy. Donc, on va mettre la norme qui sera la norme du max. Hein. Et sur les applications linéaires, si c'est la norme, on va prendre la norme triple. Il faut que ça soit des normes d'algèbre quand même, pour que on puisse faire les choses normalement. Voilà. Et donc là, je vois ici que, si vous regardez bien, cette application linéaire, c'est même une isométrie, ici. Donc, L est continue et linéaire. Elle est même C infini. À cause de sa linéarité, on a les différentiels qui sont assez simples à calculer, puisque rapidement, ça va faire 0. Alors, je regarde M. M, c'est aussi une application qui n'est pas si... donc, c'est une application bilinéaire. Si je regarde, je vais de L de F de E au carré dans un espace un peu plus compliqué. Mais qui aussi, ce sont tous des espaces de Banach, en tant que par exemple, le fait que, donc je suis en train de regarder, donc un produit cartésien entre des espaces de Banach, c'est un espace de Banach, mais aussi, lorsque je regarde une application, l'ensemble des applications linéaires et continues entre deux espaces de Banach, c'est aussi un espace de Banach. Pour finir, donc du coup ça, alors c'est une application bilinéaire,
Et si je regarde, elle est aussi continue. Alors, on regarde ici. Et ça, c'est inférieur, du coup, parce qu'on a des normes d'algèbre, ça va être inférieur, du coup, à la norme de x fois la norme de y. Ok, ça, c'est parce qu'on a des normes d'algèbre qu'on pourrait écrire ça. Du coup, M est bien continu, est bilinéaire, continu. Ok. Et le fait que ça soit bilinéaire, continu, ça va aussi me donner que M est aussi régulière. Là, je vais réécrire, du coup. Et là, je vois en fait que, donc, si inverse est continu, L est continu, M est continu. Donc, la différentielle, elle est continue. Ce qui rend la fonction inverse elle-même C1. Donc, elle est C1, elle est C1 aussi, M est C1. Et donc, du coup, de proche en proche, on peut dire ça comme ça. On montre que la différentielle de l'inverse est C infini.